rubrique actualité de cette émission. Bonjour messieurs, bienvenue à tous. Bonjour à vous, bonjour aux millions d'auditeurs de films. Alors, pour commencer, on va avec vous, Mohamed. Nous devons faire l'analyse des réformes opérées au niveau de la Sogipami. Oui. Il fallait dire peut-être sous le CNRD parce que la Sogipami, elle a existé avant. Il y a eu des retouches. Oui. Et à un moment donné, c'était sous le ministère des Mines. Ça a été ramené au niveau de la présidence. Maintenant, il y a des réformes qui ont été annoncées au niveau de la Sogipami sous le CNRD. Oui. Et il y a eu une dernière réunion du conseil d'administration. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réunion de façon ramassée, Mohamed Kamara? Voilà, de cette réunion, on peut se féliciter déjà des résultats annoncés par la Sogipami. Parce que d'abord, une entité, on la juge par la performance économique. La Sogipami, s'il y a besoin de le rappeler, c'est la société qui gère le portefeuille minier de l'État. Les parts que les conventions et le code minier donnent à différentes sociétés, à l'État dans différentes sociétés, cette part, une fois que les sociétés font leurs déclarations, leurs résultats, il y a des dividendes à distribuer. Donc ces parts de dividendes qui reviennent à l'État sont reversées à la Sogipami. Donc, à la différence d'autres sociétés publiques, toutes les parts de l'État dans les sociétés minières sont versées à la Sogipami. Alors, la nouveauté, c'est quoi? Comme on l'a dit, si nous voyons les déclarations de 2020, 2021 et 2022, on peut se dire que là, la Sogipami a progressé. On déclare là un résultat net comptable de 84 milliards, ce qui est une très bonne chose. Moi, je vois sur le compte rendu du conseil, du ministère des Mines, sur la page du ministère des Mines, 80 milliards de francs. D'accord, 80 milliards. Des 80 milliards, et on décide de reverser 50 milliards à l'actionnaire unique qui est l'État et de reporter les 30 milliards. Ça, c'est une excellente chose. Et ça, les réformes, c'est le résultat de ces réformes. Nous disons que à travers ces chiffres, on a les résultats des réformes qui ont porté. Parce que la Sogipami a changé de vision. Elle ne se contente plus de percevoir les dividendes. Aujourd'hui, elle a la possibilité, parce que, en fait, les concessions, les recherches minières que la Sogipami, dans ses attributions, peut vendre des licences, peut vendre les recettes minières. Et plutôt, peut vendre les droits, donc des droits de suite. C'est-à-dire que quand comme l'avait fait BHP Billiton, qui laisse une licence, qui revient à la Sogipami a le droit d'octroyer cette licence à quelqu'un d'autre, oui, si elle ne peut pas l'exploiter. Mais maintenant, elle dit qu'elle veut devenir un acteur de l'exploitation minière. J'ose espérer que dans quelques années, ce sera notre SNPP, donc la société pétrolière au Nigeria, ou bien la Sonatrach de l'Algérie. Donc, je m'en félicite. On va aborder ce sujet un peu plus tard. Restons sur ces résultats annoncés, pour lesquels d'ailleurs le conseil d'administration a félicité la direction générale de la Sogipami. Oui, Toti Abari, quelle lecture faites-vous-en? Oui, c'est quand même une très grande percée de la part de la nouvelle direction de la Sogipami comparée aux années précédentes, puisque si on se réfère quand même aux données de 2019 jusqu'en 2020 qui sont disponibles dans les rapports étudiés, la Sogipami avait reversé en dividende 6 milliards en 2020 et 5 milliards en 2019. Et vous voyez déjà, en l'espace de 2 ans, on se retrouve avec 50 milliards reversés dans le budget de l'État. Donc c'est une grande performance qui doit amener l'État à se questionner sur les précédentes gestions. Parce que si la Sogipami est capable, en moins de 2 ans, sans qu'il y ait une forte modification des actifs résultante à l'origine de ces bénéfices, parce qu'en fait, quand vous regardez dans le design des opérations minières, c'est vrai qu'on peut parler d'une augmentation de la commercialisation, peut-être qui serait à l'origine de cette augmentation des bénéfices, mais fondamentalement, les activités minières sont restées les mêmes entre 2020 et 2021 jusqu'en 2022. Et donc, si
elle est capable de générer 50 milliards de dividendes à l'État, il faut se questionner sur ce que les précédentes équipes ont fait des actifs de l'État dans le secteur minier. Ça, c'est juste un rappel. Donc, les 50 milliards, déjà, c'est une très grande percée pour la Sogipami. Et on se rend compte effectivement que les participations de l'État dans les entreprises minières peuvent être une grande source de revenus dans le secteur minier en dehors des royalties. C'est quelque chose quand même qui est resté pendant longtemps un tabou. On ne savait pas exactement, en dehors des taxes liées à l'exportation et à l'exportation, combien la Guinée gagnait dans le cadre de ses dividendes, de ses participations. Et donc ça, c'est très important. Et l'autre question, c'est qu'il y a un vrai défi au niveau de la gestion de ces participations. C'est le fait que souvent le ministre parle de 15%. Mais quand vous regardez la liste des 15 sociétés, les participations que la Sogipami gère, elles ne sont pas uniformes. On a des sociétés... Non, mais à ce niveau, il faut le dire clairement, le ministre il fait une très mauvaise lecture du code minier, parce qu'on parle du droit à la Guinée d'avoir jusqu'à 15%. Jusqu'à 15%. Ça veut dire que ça peut être en deçà de 15%, comme ça peut aller jusqu'à 15% pour ce qui est de la participation gratuite. C'est ce que la loi dit. Maintenant, pour ce qui est de l'interprétation, là je crois que... donc dans les faits, ce n'est pas 15%. CBG, on a 49%, dans d'autres on a 5%, dans d'autres on a 10%, dans d'autres on a 7%, dans d'autres on a 15%. Donc ce n'est pas du tout uniforme. Oui, mais la participation de la CBG, elle n'est pas gratuite, les 49%. Ça aussi, il faut le préciser. Oui, c'est le fait qu'en fait, souvent, dans les calculs, dans les projections du gouvernement, du ministre des Mines, il part souvent ses calculs sur la base de 15% pour faire des projections sur les revenus futurs de la Guinée. Or, c'est vraiment complètement faux. Les sociétés n'ont pas les mêmes statuts juridiques. Donc, ceux qui sont dans des conventions particulières, les participations de l'État résultent des dispositions des conventions. Donc, les 5%, vous prenez la SMB, ce n'est pas 15%, c'est 10%. C'est 10%. AGAC, c'est zéro. Voilà. On n'a pas de participation. C'est zéro. On n'a pas de participation dans Et pour AGAC. ceux qui cotisent, comme Oumar l'a dit, en fait, nous devons au ministère des Mines, ça déjà c'est un pas. La Sogipami, c'est une SAU, Société Anonyme Unipersonnelle. L'actionnaire unique étant l'État. Alors, cette disposition juridique le met dans les dispositions de l'OADA. L'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière commande que, au-delà des rapports, ce sont l'alias fiscal, c'est-à-dire bilan, compte de résultats, état annexé, que ces sociétés doivent divulguer. Ce ne sont pas que des rapports. L'acte uniforme est clair. Les sociétés publiques... Si vous permettez, Mohamed, on va développer cette partie un peu plus tard parce que c'est très important. On va laisser la latitude à Amadou de se prononcer déjà sur la publication faite sur la réunion du conseil d'administration. Amadou, Toti a évoqué un aspect qui me paraît très important. C'est bien sûr la comparaison établie entre le résultat en termes de mobilisation des ressources engrangé par la Sogipami cette année, comparé aux années précédentes. Alors la question que je m'en vais vous poser, c'est de savoir, est-ce qu'on peut considérer que ce résultat positif est du seul fait que les réformes, des réformes opérées, ou bien c'est parce que la gestion en tant que telle, au niveau de la Sogipami, a changé? Elle est de meilleure qualité. Moi, je pense que c'est un résultat combiné des réformes internes, mais aussi des décisions courageuses que l'État a eu à prendre. Notamment en mars 2022, vous vous rappelez que l'État avait annoncé l'exercice par l'État du droit de transport des produits miniers, et ce conformément à l'article 137 du Code minier. La Guinée transporte 50% de la production minière. Donc ça, c'est déjà un pactole important qui aujourd'hui peut améliorer de façon substantielle les revenus de la Sogipami. Je pense que l'entrée en vigueur de cette disposition a permis à la Sogipami d'aller beaucoup plus en profondeur, parce que la gestion de la participation de l'État dans les entreprises était une gestion plus ou moins qui n'était pas uniforme. Et il y a des sociétés où on a 10%, mais qui parfois sont plus rentables que celles qui ont 15%. Oui. Donc, en analysant le rapport
de 2021 et 2022 de la Sogipami, on constate qu'il y avait des pertes liées au recouvrement de la participation de l'État dans les entreprises. Donc je pense que, à mon avis, c'est cette disposition qui a fait aussi, en fait, rehausser en tout cas de façon substantielle les revenus de l'entreprise et qui nous a permis cette année d'avoir 50 milliards de dividendes versés à l'État, au Trésor public. Parfait. Alors oui, Mohamed, vous évoquiez tout à l'heure, disons, la conformité de choses, comme on appelle, de la Sogipami avec la législation guinéenne et aussi avec les lois et conventions que la Guinée a ratifiées. Oui, justement. Voilà, c'est très important parce que à la Sogipami, comme dans d'autres sociétés publiques, aujourd'hui, la culture, quand on parle de reddition de comptes, et à plusieurs reprises, en Conseil des ministres, on a vu des injonctions du président pour dire qu'il faut reverser les dividendes de l'État. Ben, les dividendes de l'État ne se reversent pas comme ça. Il doit y avoir, comme ça a été le cas pour la Sogipami ici, c'est que les sociétés publiques, on doit d'abord connaître pour chacun le commissaire aux comptes qui certifie les résultats de cette entreprise. Deuxièmement, comme je dis, il faut que l'alias fiscale soit affichée sur le site de l'entreprise et sur le site du ministère des Finances. Parce qu'au ministère des Finances, quoique là on parle de Sogipami, mais les participations de l'État dans toutes les sociétés publiques doivent paraître là, au nom de l'article 6 et 7 de la LORF. La LORF qui commande que les résultats, l'exploitation des ressources naturelles revient à la charge de l'État qui l'exploite à notre nom, le peuple, et de façon très transparente parce que les résultats doivent être rendus publics. Ça, c'est très important. Et deuxième chose, deuxième observation à faire sur cela, cette culture peut amener maintenant à faire une gestion plus vertueuse. Parce que lorsqu'on a les comptes, les États annexés peuvent, comme Amadou l'a souligné, revoir certaines dispositions qui sont venues. Parce que la Sogipami, ses statuts ont été revus. Comme ça a permis à la Sogipami d'avoir une compétence élargie sur ce que le code minier lui accordait comme droit. Le droit de préemption sur la commercialisation, le droit sur le transport. Donc aujourd'hui, c'est une bonne dynamique qui a enclenché et on va encourager l'ANAIM aussi à faire comme la Sogipami. Donc à partir de là, ces deux champions du secteur minier qui soient vraiment des entreprises qui portent... C'est des leviers importants quand même. Des leviers importants pour le secteur minier. J'ose espérer que Dr Geng et tous les administrateurs de l'ANAIM vont s'inspirer de cette belle percée de la Sogipami pour que l'ANAIM aussi nous serve cela. Ils font aussi de belles choses. C'est plus compliqué. Ah ouais, vous trouvez? Oui, parce que... Même pas une page Facebook. Oui, parce que... Regardez... Ouais, sur leur page. Moi, j'ai pas... Si, l'ANAIM a un compte. L'ANAIM a un site internet. Hein. Bon, regardez... Pas mis à jour. Vous savez... Mais moi, j'allais justement là-dessus. C'est plutôt au niveau de la Sogipami que j'allais faire le oui, il y a un site de la Sogipami. Ça a été en fait... ce blocus initialement mis sur le site a été enlevé. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le directeur à Indaba l'année dernière en Afrique du Sud. J'ai évoqué cette question. Il dit, mais oui, écoute, on vous suit à la radio, c'est vous qui nous tapiez dessus. Il était avec son chargé de communication, une dame. Et là, le site, il est fonctionnel? Oui, il est fonctionnel. Vous pouvez accéder à tous les documents. Vous avez même les rapports de 2020, 2019, 2020. Oui, les rapports. Par contre, quand vous prenez l'ANAIM, pour la même année où je parlais d'inversement de 5 milliards de dividendes par la Sogipami, quand vous regardez le rapport UTIE de 2020 que M. Ba connaît bien, il est écrit carrément que l'ANAIM n'a pas versé de dividendes pour l'année 2020 avec des recettes de 408 milliards de francs guinéens encaissés. 2020, c'est écrit dans le rapport UTIE. L'ANAIM n'a versé aucune dividende. Mais à la décharge de l'équipe actuelle, c'est pas elle qui gérait. Mais attention, parce qu'ils ont reconduit la tête, l'actuel DG était le DRH à l'époque de l'ANAIM. Vous savez bien que l'ANAIM, donc l'ANAIM tel que ça fonctionnait sous Cissé,
parce que c'était ça, hein, le nom. Et l'ANAIM a plus de revenus que la Sogipami. Non, je ne dis pas l'inverse, mais on ne peut pas, Mais on ne peut elle pas remboursait attribuer une dette. On ne peut pas En attribuer 2016, le l'État résultat de guinéen- l'ANAIM de 2020 à l'équipe actuelle. Voilà, Oumar. C'est totalement différent. Oumar, en 2016, l'État ils ont mis guinéen en place a un nouveau site, emprunté à la CBG qu'il, 25 millions de dollars que l'ANAIM a remboursé au fur et à mesure. Le rapport ITUE que vous mentionnez fait état de l'amortissement de ce montant. Oui, les 25 millions. Mais vous savez encore ce qui est compliqué, c'est quand le rapport dit que l'ANAIM n'a publié ni rapport d'activité ni rapport financier. Si vous permettez, Oumar, on va organiser une autre émission pour parler de l'ANAIM, parce que je suis d'accord qu'on peut trouver des choses à redire au niveau de l'ANAIM, mais de ce que j'apprends, ne serait-ce qu'au niveau de la presse, il y a beaucoup de choses aussi qui se font, notamment sur le front infrastructurel, du côté de Bokeh, Bokeh. Ça, c'est Bokeh. bon. On aura le temps de voir, d'essayer de voir cela de plus près. En attendant, au niveau de la Sogipami, justement, on évoquait la conformité justement avec les lois de la République, mais aussi les autres textes et conventions signés par la Guinée. Alors, là-dessus, est-ce que, Oumar Totia, vous pensez que quand on félicite la Sogipami actuellement, tout en convoquant, enfin, on dit ceci, je le lis textuellement: le Conseil a par ailleurs convoqué l'Assemblée générale extraordinaire pour le 2 mars 2023 en vue de l'adoption des nouveaux résultats de la Sogipami suite au décret modifiant. Voilà. Est-ce que le fait de publier ce rapport, en tout cas le fait de faire ces annonces, alors qu'il y a une Assemblée générale qui est prévue, qui est censée jeter un coup d'œil sur tout cela pour le valider ou pas, est-ce que ce n'est pas une façon de mettre la charrue avant les bœufs? Non, d'abord, ça, c'est à l'occasion, je crois, de la réunion du conseil d'administration qui a validé ce bilan, les résultats de la Sogipami. Donc, c'est tout à fait normal que dès maintenant, on procède à la publication de ces résultats, d'abord qu'on a tous salués ici. Bon, pour l'Assemblée générale, il sera plus question, en fait, de la projection pour l'année prochaine des activités de la Sogipami. Déjà, on a annoncé sur le même bilan le budget. Le budget pour l'année prochaine est à 171 milliards, je crois, si je ne me trompe pas, pour la projection 2023. Par contre, ce qui est très important, c'est l'élargissement des prérogatives de la Sogipami suite au décret qui modifie les statuts. On voit que le champ d'action de la Sogipami devient de plus en plus large. Au-delà, on savait que d'abord la Sogipami avait un mandat de promotion des permis miniers. Ils peuvent acquérir des permis et les promouvoir comme le permis de BHP. Il y avait le mandat de commercialisation des parts de l'État dans les sociétés minières. Il y avait aussi le mandat de participation, de la gestion des participations de l'État, mais aussi le droit de suite, c'est-à-dire la Sogipami peut accorder une assistance technique et administrative à des sociétés minières, se faire rémunérer. C'est le cas, par exemple, avec la société SMB AMR dans le site de Malapouya où elle a des droits de suite, mais aussi avec Achapura. Donc, on avait quand même 3 ou 4 domaines bien établis, mais aujourd'hui, quand vous voyez le nouveau décret, il y a une explosion des domaines de compétences de la Sogipami. Est-ce que la société a toutes les capacités en termes de ressources humaines pour vraiment exercer la plénitude de ces nouvelles prérogatives? Parce que vous voyez, ça c'est une grosse question quand même et une grosse inquiétude à se poser. D'accord. Alors, toujours au niveau du conseil d'administration, Mohamed Kamara, au niveau de la composition, c'est vrai, on a eu une discussion en off tout à l'heure. Elle va s'inviter ici parce que je pense que c'est important qu'on le partage avec les auditeurs. Je me faisais un peu la préoccupation de savoir que la direction générale fait partie des membres du conseil d'administration. Ce qui me paraît, ça c'est vraiment ma position à moi, ce qui me paraît pas du tout normal, parce que je les vois là comme à la fois juge et partie à la fois. Je sais qu'Amadou n'est pas d'accord avec cette lecture, donc on va commencer avec lui. Rappelons les textes. Permettez que Amadou commence, ensuite on vient à vous Mohamed. En fait, si vous prenez l'acte fondateur de la Sogipami, qui vient d'être publié, au niveau de l'article 7 relatif à la gouvernance de la Sogipami, c'est clairement défini les personnes ayant qualité de membres du conseil d'administration.
c'est le ministre des Mines et de la Géologie, qui est le président du conseil d'administration. C'est le ministre de l'Économie et des Finances comme vice-président. C'est le ministre du Budget qui est membre. C'est l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets qui est membre. C'est le directeur général de la SOGIPAMI. Amadou, si vous permettez, on nous fait signe du côté de la technique. On va observer une pause et revenir juste derrière les infos et la page publicité Société guinéenne du patrimoine minier. Alors, on était avec vous, Amadou. On parlait un peu des réformes, disons, au niveau de la SOGIPAMI. On se posait la question de savoir si les préoccupations évoquées par Toutia, si vous les partagez ou pas, ça on l'a dit. Maintenant, le débat, c'est au niveau de la participation, disons, des membres de la direction de la SOGIPAMI au niveau du conseil d'administration. Vous évoquiez tout à l'heure les dispositions légales, mais au-delà des principes légaux, est-ce que, justement, en restant dans les principes selon lesquels on ne peut pas être juge et partie à la fois, est-ce que ça ne devrait pas être autrement? Est-ce qu'on ne devrait pas organiser les choses de sorte que les membres du conseil d'administration éventuellement fassent appel à la direction, mais juste pour des questions ponctuelles, mais pas systématiquement les avoir dans les réunions au risque d'influencer, parce que c'est ça aussi l'humain. Okay. Là, je n'ai fait qu'évoquer les dispositions, disons, légales en la matière, telles que prévues dans la loi instituant la SOGIPAMI. Oui, mais comme nous parlons de réforme, on devrait aller au-delà J'en viens. Allez-y. En 2015, moi j'ai participé à une réunion internationale à Abidjan sur la gouvernance des entreprises d'État. Il y a beaucoup de pays qui, sur la base d'une étude faite par l'Université de Columbia et Natural Resources Governance Institute, ont montré que les pays qui ont des conseils d'administration pour les entreprises d'État, des conseils d'administration indépendants, sont beaucoup plus performantes que les entreprises d'État des pays qui sont contrôlés par, dont les conseils d'administration sont composés par des membres du gouvernement. C'est dans l'ordre normal des choses, ça. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir des compétences. On peut réunir par exemple 7 compétences venant d'ailleurs qui pratiquement ont une certaine expertise approuvée, et on les réunit, on les demande et puis qui sont aussi au-delà des emprises de l'emprise de l'autorité de l'État. Donner des orientations à l'entreprise d'État, parce que ça, le rôle du conseil d'administration, c'est donner des orientations stratégiques à l'entreprise en termes de performance future. Donc je pense que le Ghana avait commencé à expérimenter au niveau de certaines entreprises d'État, et le résultat était probant. Donc je ne veux pas dire que c'est une bonne pratique. Si on me demandait, moi, j'aurais par exemple recruté des personnes indépendantes, comme ça, sur la base de leur CV, pour qu'ils soient membres du conseil d'administration et que les décisions ne soient pas des décisions politiques. Parce que parfois, les décisions du conseil d'administration peuvent résulter d'une décision politique ourdie par le gouvernement. Donc, si c'est des indépendants, leur jugement ne sera qu'un jugement technique sur la base des faits. Là-dessus, Oumar Toutia, que pensez-vous, par exemple, d'un plaidoyer porté par la société civile, comment on appelle, l'ONG Action Mine Guinée et d'autres, bien sûr, vous êtes universitaire, pourquoi pas un plaidoyer de ce genre porté à l'endroit de l'autorité pour amener la Guinée à faire le pas vers cette évolution? Oui, on peut s'appuyer d'ailleurs sur cette disposition statutaire où il est indiqué que parmi les membres du conseil d'administration, on peut inviter une personne ressource. À l'occasion, on peut faire appel à l'expertise des ONG sur le terrain ou d'autres spécialistes qui peuvent venir là donner un avis technique sur la gouvernance, la gestion de la SOGIPAMI. Mais le point de difficulté, c'est toujours la tutelle de la SOGIPAMI. Vous voyez, le décret maintient, parce que ça n'avait pas été changé, maintient la tutelle au niveau de la présidence de la République. En tout cas, ce qui fait d'ailleurs que le secteur minier guinéen, il y a une sorte de flou, parce qu'il y a une partie qui est gérée à partir du ministère des Mines et une autre partie au niveau de la présidence de la République. La présidence, c'est là où il y a vraiment les véritables actifs, c'est là où il y a la manne financière.
Parce que quand vous regardez aujourd'hui les nouvelles attributions de la Sogipami, elle a tendance à absorber à la fois le fonds minier, mais aussi à empiéter sur les prérogatives de l'ANAIM. Parce qu'on dit désormais, au niveau des ressources futures de la Sogipami, qu'elle désormais, ces ressources viennent des produits d'exploitation des concessions de services publics. Et au-delà, pour aller dans le même sens, la société portant sur, comment on appelle, le Simandou, la CTG. Oui, la CTG. Là aussi, c'est plutôt la présidence de la République qui gère. D'ailleurs, elle tombe désormais dans le cadre de la gestion de la Sogipami en termes de gestion de portefeuille. Donc, vous voyez combien de fois elle est en train d'empiéter. Non, l'ANAIM aussi, parce que l'ANAIM aussi est censé gérer mais pour le moment, l'ANAIM n'a pas été... Oui, c'est ça normalement, mais si désormais les produits UCID, l'ANAIM gère les infrastructures. Ces infrastructures sont des concessions. C'est-à-dire que c'est les propriétés de l'État. L'État les concède à des oui, mais à partir du moment où l'État a 15% dans la société, là, on ne peut pas dire que l'État ne peut pas faire partie des propriétaires. Non, en fait, il ne faut pas confondre la gestion de la participation de l'État et la gestion plutôt des revenus perçus par l'entité au titre de la gestion des infrastructures gérées par une entreprise. Ça, c'est autre chose. Je vais peut-être abonder dans le même sens parce qu'on voit un peu une certaine expansion du champ d'application désormais de la Sogipami. On parle de la gestion du fonds minier. De quel fonds? Il y en a même qui disent que le ministère des Mines a une tutelle à la présidence. En fait, la gestion du fonds minier, du patrimoine minéral et aux options directes ou indirectement détenues par l'État. Donc, de ce fonds minier, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Il y a l'effectivité maintenant de la gestion et de l'exercice du droit de commercialisation. Mais plus loin, il y a en fait la partie où on dit que l'entreprise désormais va participer à la négociation des contrats entre l'État et les sociétés dans lesquelles elle gère la participation de l'État, ainsi que ceux portant sur le développement des infrastructures minières. Donc si la Sogipami participe à cette négociation, est-ce que les réformes futures de l'ANAIM vont certainement réduire le champ d'action de l'ANAIM, ou que certainement l'ANAIM va être absorbée progressivement par la Sogipami, pour que l'ANAIM soit un département de la Sogipami. Comme ça, on se retrouve avec une grande entreprise d'État, avec des départements sectoriels distincts. Voilà, Ouais, possible. En attendant, quand même, pour ce qui est de la gouvernance des sociétés là, en fait, les sociétés. Il y a un flou total, hein, Mohamed. Les sociétés publiques, comme je dis là, il faut comprendre le régime juridique. Quand vous prenez les actes uniformes régissant les sociétés, parce que la Sogipami, comme je dis, SAU, est régie par le droit à WADA. La nomination des membres du conseil d'administration, l'État, l'actionnaire, désigne. Et c'est ce qu'il a fait dans le décret là. Là où le problème se pose, que ce soit pour les sociétés d'État ou les sociétés publiques, il y a toujours le DG siège au conseil. Parce que c'est lui qui apporte les informations sur la gestion. Oui. Si c'est les EPA, par exemple, il est même assisté de contrôleurs financiers. Dans le cas précis, c'est le commissaire aux comptes qui assiste là, parce que c'est lui qui est certifié. Lui, il est agréé par la Banque centrale, il est sous serment. C'est lui qui doit, dans son rapport, certifier encore que le serment en Guinée, on sait ce qu'il vaut. Hein. Faut pas... Donc, il certifie que les données présentées par la direction générale sont des données sincères et exactes. Donc, maintenant, comme on dit, une société publique, en finance par exemple, on doit pouvoir la valoriser. Elle vaut combien? La Sogipami aujourd'hui, quand vous voyez le potentiel, vous prenez, pourquoi j'ai parlé du bilan, il faut pouvoir peser combien ça vaut. Si l'État par exemple décide de céder une part, parce que l'État, pour financer ses projets et programmes, a des mécanismes, des instruments de financement. Ça peut être l'emprunt. Mais il peut céder aussi un actif qui lui revient. Il peut décider d'ouvrir son capital. En France, par exemple, l'État français a renationalisé Engie. Mais entre-temps, il avait cédé des parts. Quand l'État avait besoin d'argent pour financer certains actes, il cède une part du capital de l'entreprise, permettant au privé. Moi, je suis pour cette idée. Plus un privé est présent dans le conseil d'administration,
mieux il y a un regard externe qui n'est pas le regard monolithique de l'État. Parce que l'État, lui, j'imagine que le ministre des Finances, le ministre des Mines, sont tous sous du budget, suivent la politique de l'État. Il est difficile d'avoir un avis contraire là-bas que la politique dictée par la primature ou la présidence. Mais par contre, si vous avez un acteur extérieur qui est privé, fut-il un fonds d'investissement, vous prenez par exemple Africa 50, aujourd'hui, même pas les sociétés publiques là, moi je conseillerais au gouvernement, vous avez des fonds d'investissement. Faites en sorte que ces fonds d'investissement soient présents dans les conseils d'administration. Non seulement ils vont apporter un capital pour permettre à l'entreprise de faire plus de choses qu'avec ces ressources qui sont prélevées sur ces sociétés-là. Parce que la Sogipami, pour exercer son droit de transport, il a besoin d'un moyen de transport pour ses minéraux, qu'il n'a pas aujourd'hui. Il est prévu qu'elle crée des filiales dans ce domaine. Voilà. Donc, mais il faut que... Mais ça, encore une fois, c'est la Sogipami. On dit que l'exercice de ce droit de transport de l'État en partenariat avec une entité nationale ou étrangère. Voilà, merci. Donc, quand c'est présent et il est présent, ça permet de donner de l'oxygène pour aller plus vite. Vous savez, les sociétés peuvent se financer sur fonds propres, mais c'est difficile. Si c'est les résultats que, par exemple, on a reporté 30 milliards. 30 milliards, c'est à peu près combien? 3 millions d'euros. Mais on est à cette phase-là, on est à des investissements qui se chiffrent en centaines de millions. Donc, si la Sogipami doit financer son développement par ses propres fonds, il ne le pourra pas aussi vite. Oui. Et connaissant un peu la vigueur, la célérité que le président veut impulser aux sociétés publiques, c'est le temps de faire appel à ces fonds d'investissement qui, non seulement vont permettre, le regard extérieur va faire en sorte que le gouvernement ne pourra pas... Qu'il y ait beaucoup plus d'objectivité dans les décisions. Alors, peut-être on va avancer. Mohamed, rapidement, alors, Amadou, parce qu'on est pris par le temps. Au titre des ressources de la Sogipami, on désigne les recettes et revenus provenant des opérations relevantes de ces missions et activités, les contributions de l'État et des bailleurs de fonds, les produits d'exploitation des concessions de services publics, les produits des services, les revenus des placements, les produits financiers, notamment ceux générés par le placement des excédents de trésorerie et les subventions, dont legs et toute autre recette générée par l'accomplissement de ces missions activités, notamment celles obtenues dans le cadre de la convention de prêt ou de cession de ses partenaires. Voilà. D'où la nécessité de faire appel à ces voilà. Oui, toi, tu as moi, je plaiderais plutôt aujourd'hui que la Sogipami, puisqu'il est prévu dans le statut, qu'elle peut faire des placements au niveau des places boursières. Aujourd'hui, on peut créer un fonds souverain qui la Sogipami peut alimenter, comme d'ailleurs le Sénégal, le Ghana, l'Angola. C'est-à-dire une partie des revenus issus de l'exploitation minière peut être placée dans des fonds souverains pour les générations futures qui peuvent générer. On ne doit pas consommer tout ce que le secteur minier génère maintenant. D'autant plus que c'est de notoriété publique que les ressources minières sont des ressources épuisables. Donc on peut déjà reconstituer un fonds à partir des revenus de la Sogipami, quitte à faire entrer un partenaire privé qui va s'occuper de ce placement dans des places boursières ou dans des fonds d'investissement qui va générer des intérêts pour les générations. C'est aussi une diversification des sources de revenus de la Guinée. Alors, toujours au niveau du conseil d'administration, maintenant, les membres, au-delà de la direction générale qui y siège, option à laquelle moi je suis absolument pas d'accord, il faut le dire et insister là-dessus. Il y a les autres membres qui sont, pour la plupart, pour ne pas dire tous, des hauts commis de l'État, c'est des ministres qui ont des charges déjà énormes au niveau de leur secteur respectif. Comment se fait-il que ce soit à ceux-là qu'on confie ce travail au lieu d'aller chercher de l'expertise ailleurs, et Dieu sait que la Guinée en regorge. Il y a des anciens pratiquants, des anciens cadres de l'administration, mais aussi des sociétés minières, des entreprises minières. Pourquoi ne pas aller chercher ces gens-là, leur confier la tâche avec la garantie qu'ils ont la compétence et l'expérience nécessaires au lieu de surcharger les membres du gouvernement? Non, moi je pense que le problème d'abord c'est
c'est cette tutelle de la Sogipami à la présidente qui va donner une certaine facilité de mainmise politique sur l'entreprise. Parce qu'il faut dire ça, c'est vraiment un problème. Le ministère de Mines, je pense, a toute la compétence et la capacité d'avoir sous sa responsabilité technique la Sogipami, parce que c'est le ministère en charge de la régulation du secteur minier, mais aussi sous la tutelle financière du ministère de l'économie et des finances. Je ne vois pas pourquoi on tient coûte que coûte ces dernières années à mettre la Sogipami sous la tutelle de la présidence. Parce que ça transforme l'entreprise. Le risque, c'est qu'elle devient une caisse des autorités politiques pour un instrument de financement pour aller dans le même sens causes politiques. La loi 056 portant gouvernance financière des organismes publics autonomes place les organismes publics sous 2 tutelles. Une tutelle financière qui est le ministère de l'économie et des finances, une tutelle technique qui est le ministère sectoriel. La difficulté quand une entreprise est rattachée à la présidence, c'est qu'elle échappe à cette tutelle. Et il y a un potentiel conflit d'intérêts. Le ministre des Finances, normalement, qui est la tutelle technique de tous ces organismes, est présent dans ce conseil d'administration. Voilà. Il est présent dans le conseil d'administration. Alors que les rapports du conseil d'administration doivent être validés par lui en tant que ministre des Finances. Juge et parti à la fois. Voilà, effectivement. Et le sectoriel aussi, qui est le ministre des Mines, est aussi présent dans le conseil d'administration. Vous savez, dans le secteur minier, on a toujours eu 2 ministres des mines. Un ministre qui est le ministre des Mines et le directeur de la Sogipami devient tellement puissant au point que souvent il y a des conflits, des tensions entre le directeur de la Sogipami qui relève directement de la présidence de la République et le ministre des Mines. Et ça, c'est vraiment, quand vous regardez d'ailleurs les nouvelles attributions de la Sogipami, elle tend parfois même à empiéter certaines prérogatives du ministère des Mines parce qu'il y a une explosion des compétences et désormais tout ce qui peut générer des revenus dans le secteur minier tend à être sous la responsabilité de celle-ci. Elle est directement rattachée à la présidence. Alors, toujours pour ce qui est de la réunion du conseil d'administration, ils ont terminé par demander à la direction générale de travailler de sorte d'aller à l'augmentation du chiffre d'affaires et pour cela, disons, aller vers l'exploitation minière et pour cela, le gouvernement, en tout cas c'est ce qui est dit ici, s'engage à apporter le soutien nécessaire à cet effet. Alors, comment... Stratégiquement, ça c'est bien. Par exemple, les concessions situées le long de... Non, l'idée elle est bonne, Mohamed, mais comment vous voyez cet objectif? Parce que le terme même objectif est évoqué ici, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit se faire, c'est un objectif qui doit être atteint. Est-ce que vous voyez la Sogipami justement atteindre cet objectif, produire ce résultat au courant 2023? Pas que pour 2023, parce qu'ils ont fait, suite à certains, ils ont fait des concessions de leurs droits. Par exemple, si je prends Bel Air Mining, les droits qu'ils avaient, ils ont accordé à une autre société. Bel Air oui. Donc Bel Air, ex-Bel Air maintenant, parce que... Voilà, ex-Bel Air. C'est des sociétés qui sont le long des côtes. Bel Air Mining, c'est la société du droit guinéen. Oui, voilà. Mais l'actionnariat peut changer à l'intérieur. Dans le fait, est-ce qu'elle existe? Voilà la difficulté. Maintenant, c'est pour dire les concessions qui sont à moins de 50 mètres des côtes, nous-mêmes, parce que l'extraction ici est à ciel ouvert, il suffit de faire les voies d'évacuation, installer la mine, et puis voilà, vous pouvez prendre la bauxite, envoyer jusqu'au port, vendre là-bas. Celui qui vient acheter, il achète là-bas. Ce qui se passe à mer et ailleurs, ce n'est pas votre problème. La Sogipami peut bien faire ça. Elle exploite, elle vend au port, elle transporte jusqu'au quai en Guinée, et l'acheteur vient acheter au port là-bas. Le transport pour lui, parce que derrière, si tu rentres dans tout le schéma d'exportation, tu prends toutes les opérations, l'extraction, le transport minéralier là, jusqu'au marché international de bauxite, ça, ils peuvent être noyés dans des calculs financiers de la part de ces investisseurs-là. Mais par contre, s'ils vont jusqu'au quai, ils s'arrêtent là-bas et disent, celui qui veut la bauxite, il y en a 30, 50 000, 100 000 tonnes ici. Pour vous,
tu viens avec la barge, tu achètes là-bas, ça c'est possible. D'accord. Justement, Oumar, j'insiste Oui. là-dessus, C'est- parce que ça fait partie des prérogatives de l'ANAIM, mais vers laquelle pour l'instant, pardon, pas l'ANAIM, La Sogipami. la Sogipami, en tout cas vers laquelle nous n'allons pas pour l'instant, je dis nous, c'est la Guinée. Est-ce que vous voyez cette recommandation s'appliquer dans les mois dans Oui, les ça mois figure d'ailleurs comme l'une des prérogatives de nouveaux statuts. La Sogipami doit aller, la Guinée doit développer des compétences dans l'extraction. Oui, mais est-ce que de- dans la configuration actuelle, Elle n'a, je pense, c'est mon avis, je pense qu'elle n'a pas encore les ressources et les capacités d'aller dans ce sens. Mais si elle introduit ça dans ses objectifs pour 2003, elle peut dérouler ce programme pour qu'enfin nous-mêmes, la Guinée, l'État guinéen, fasse de l'extraction et de la commercialisation de la bauxite. C'est aussi le dilemme parce que souvent on pense qu'en Guinée on ne fixe pas les prix de nos matières parce qu'on est un pays où l'exploitation minière est dans les mains des privés. L'État a des actions. Donc, pour exercer un pouvoir de marché dans ce domaine, il faut que toi-même, tu sois un acteur, un producteur de la ressource pour avoir la capacité d'exercer une certaine influence sur le segment du marché. D'accord. Donc, la Sogipami peut bien dérouler un tel objectif qui peut commencer en 2023. oui, Amadou, on a une minute. Oui, il faut un peu voir l'idée derrière la création de la Sogipami. Pourquoi on n'a pas laissé les entreprises privées évoluer comme ça? C'est parce qu'on a une vision stratégique de la gouvernance de nos ressources naturelles. C'est-à-dire progressivement, si la Sogipami se développe, on peut aller en fait couvrir tous les segments, l'extraction, le transport, la transformation. Donc si nous Rapidement, arrivons, Amadou, si nous arrivons à le faire, c'est qu'on saura mieux valoriser notre ressource naturelle et être moins vulnérable par rapport au choc extérieur, par rapport aux humeurs des entreprises publiques, plutôt privées. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission, le grand jugement de ce dimanche. Merci à vous, Mohamed Kamara. Merci, Oumar Toutia. Merci, Amadouba. Clin d'œil aux autres, c'est-à-dire Boy Biavogui, Ibrahima Diallo qui prépare activement son doctorat du côté de Dakar. Entre autres, sans oublier bien sûr Dr Dieng qui est maintenant du conseil d'administration de l'ANAIM dont nous parlerons Salut. très prochainement ici. Et bien sûr, coucou à Koumba Diallo et à toute la direction de la radio. Merci à Thierno Sandiaone, merci Ibrahima Silla. Nous nous retrouvons dimanche prochain. D'ici là, restez sur la 95.3 pour vous informer, avoir toutes les informations sur la Guinée.